Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. La République du passé au présent. Aujourd'hui, la fragilité de la République. Nous y intéressons ce matin avec nos amis et pour y réfléchir, le docteur pédopsychiatre Marielle David, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, le journaliste et directeur de radio Alexis Lacroix. Nous commençons donc par un texte de Machiavel tiré des histoires florentines sur la fragilité de la République. Les cités qui se gouvernent sous le nom de République, surtout lorsqu'elles sont mal constituées, varient souvent leurs institutions et leurs frontières. Mais ce n'est pas, comme bien des gens le croient, la liberté qui les conduit à la servitude, c'est la licence. Car ni les pourvoyeurs de la licence, les popolani, ni ceux de la servitude, les magnats, ne se réclament d'autre chose que du nom de la liberté. Ce qu'ils veulent tous également, c'est éviter d'obéir tant aux lois qu'aux hommes. Il arrive, il est vrai, mais c'est rare, que la cité enfante un homme sage, intègre, puissant, qui par des lois assoupit ses haines entre peuple et noblesse, ou du moins les muselle et les empêche de mordre. Alors seulement l'on peut dire que la République est libre et jouit d'un gouvernement ferme et assuré. Cet avantage d'une bonne constitution a été accordé à plusieurs républiques de l'Antiquité, qui ont pu ainsi maintenir longtemps leur gouvernement dans toute sa vigueur. Mais il a été refusé à toutes ces républiques qui n'ont jamais cessé, qui ne cessent point d'aller et de revenir de la tyrannie à la licence, de la licence à la tyrannie. Ni l'un ni l'autre de ces États n'est stable, tous deux ont trop d'ennemis puissants, l'un déplaît aux hommes de cœur, l'autre dégoûte les hommes sages, l'un fait aisément le mal, l'autre a du mal à faire le bien. L'un accorde trop d'autorité aux insolents, l'autre aux imbéciles. Tous les deux ont besoin de la main ferme d'un homme qui est la virtu et la chance et que la mort peut enlever ou dont l'excès de labeur peut venir à bout. Merci Alexis Lacroix. Eh bien, c'est un texte très actuel d'une certaine façon. Et je dirais que Machiavel, ce fondateur de la politique moderne avec le prince, eh bien, n'y va pas de main morte. Puisque pour diagnostiquer la fragilité de la République, à laquelle nous allons nous intéresser, eh bien, il cible la lutte qui ne désarme pas entre le peuple et, disons, la noblesse, les grandes familles. Il renvoie dos à dos ceux qui l'appellent, on lui laisse évidemment la paternité de sa nomination, les insolents d'un côté, les imbéciles de l'autre. Et pour pacifier ces luttes inexpiables, nous avons besoin, dit-il, d'un gouvernement fermé, assuré, c'est-à-dire soit une constitution excellente, et quand elle n'est pas là, la vertu d'un homme tel qu'un prince. Autrement dit, si je l'ai bien compris, Machiavel considère que la puissance est absolument nécessaire à la République. Alors, si vous le voulez bien, nous allons en quelque sorte essayer d'entamer la discussion sur la fragilité de la République, parce que il est vrai que les républiques sont apparues et sont mortes plusieurs fois. Par exemple, les républiques antiques, Athènes, Rome et Jérusalem, ce sont des empires et des royaumes qui leur ont succédé, ou des principautés ou des seigneuries pendant le Moyen-Âge. La République réapparaît évidemment avec les républiques communales, formées et reformées dans le nord de l'Italie, dans un certain nombre de villes importantes, mais aussi en Allemagne et ensuite. En Italie, évidemment, Florence va être bientôt le symbole de ces républiques nouvelles, mais elle n'est pas la seule. À Sienne, à Arezzo, auparavant à Venise, mais aussi à Vérone, Urbino, Mantoue. Il y a beaucoup d'autres cités italiennes. Alors, voilà, au fond, la première question qu'on pourrait se poser, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qui a donné à Florence, au Quattrocento, son éclat et sa primauté? Pourquoi, au fond, cette république de cité qui avait bras-brodé le mot di libertas sur ses bannières, qui avait érigé la statue de la République, le fameux David de Michel-Ange sur la place de la Seigneurie, qui faisait de ces humanistes, c'est-à-dire les intellectuels de l'époque, au fond, de grands hommes politiques, des chanceliers, comme Bruni, comme auparavant Salutati, Bruni, Bracciolini. Bref, quelle est sa nature et pourquoi, finalement, elle a été si fugace, et au point que, au fond, pour remédier à cette défaite finale avec la montée du Principat, eh bien, Machiavel recommande de revenir à la puissance. Alors, je crois que je vais poser, si vous le voulez bien, la première question à Alexandre Adler, pour qu'il nous brosse, au fond, un bref panorama historique de ce qu'était la place de Florence en Italie par rapport aux puissances extérieures qui l'assaillaient, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'abord les querelles de cité entre les villes italiennes, mais aussi
les grandes puissances. L'Empire, Florence s'est appuyée sur la papauté pour le contrebalancer. Et puis finalement également les royaumes en formation qui ont fini par l'emporter, en particulier le royaume de France. Sans compter évidemment les luttes intérieures entre les grandes familles, n'est-ce pas, les Rucellai, les Albizzi, les Alberti, les Pazzi, bref, jusqu'à ce que l'une d'entre elles l'emporte avec les Médicis. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement ce portrait de Florence avec grand plaisir. Et de sa fragilité. Avec grand plaisir, et pour me réclamer, il faut toujours se réclamer des grands hommes, ça pose un peu. Je me réclamerai du général de Gaulle, mais lui, c'était partant du Moyen-Orient, en disant qu'à partir d'idées compliquées, il conseillait de commencer par des idées simples. À partir d'un Moyen-Orient complexe. Et voilà, Orient complexe. Il était pour aller d'abord vers le simple. Eh bien, Florence, je vais commencer par une évidence qui est beaucoup plus qu'une évidence. C'est à l'intérieur des terres. C'est la capitale de l'intérieur des terres de l'Italie, alors que Venise, tout le monde le sait, a été faite et gagné sa renommée d'abord régionale puis mondiale par la mer. Florence, c'est la revanche de la route terrestre. Alors, pourquoi Florence est-il cette revanche ? On pourrait d'ailleurs faire extraordinairement le même parallèle en Allemagne avec Francfort, qui est également au milieu des terres et de ce monde rhénan. Eh bien, de la même manière, Florence est au milieu de l'Italie. On y est assez proche de Rome et même de Naples, mais aussi on est proche de toutes les percées alpines qui relient Florence au continent, et en particulier à la France par le col du Grand Saint-Bernard, ou à l'Allemagne par le Brenner. Donc, bref, une géographie. Nous sommes au cœur des terres. Et Florence va devenir l'hégémone, va devenir le pays dominant, parce que c'est un pays, au-delà même de la ville, c'est le contado ensemble, l'ensemble va devenir dominant en Italie, parce qu'il est au cœur du commerce italien et du commerce terrestre, qui est la revanche justement de la terre sur la mer. C'est une idée que, évidemment, nous connaissons malheureusement avec chez Carl Schmitt, qui va en faire tout un développement qui est tout à fait dangereux. Mais en réalité, Carl Schmitt ici a raison. C'est la victoire de la terre, de la route terrestre, et des grands échanges qui vont véritablement faire vivre le Moyen-Âge, qui est distinct ici de l'Antiquité, qui n'est pas dans la nostalgie du Mare Nostrum antique, avec cette route terrestre, et Florence en est le cœur. Oui. Et bien entendu, c'est pour cela qu'elle devient, avec son symbole, la cité des lys, le cœur d'une construction politique qui était évidemment celle de la cité, du commerce et ça, c'est la force de Florence l'animation et sa fragilité du continent européen. Mais sa fragilité. La fragilité est la même, si j'ose dire, c'est qu'elle n'est pas une ville de mer, donc elle n'a pas accès aux grands courants du commerce mondial, et elle est elle-même dépendante de la bonne volonté de tous ceux qui tiennent l'école et les passes qui sont en succession. Et donc, elle est toujours obligée d'aller vers des alliances. Et l'alliance la plus naturelle qui lui viendra, avec les Médicis, justement, on a de la chance que n'est pas les Pazzi qui est choisi, parce qu'on les appellerait les Fasa, bien entendu, en italien, les Pazzi, c'est les fous. Ah oui. Bon, eh bien, donc, on a choisi finalement les Médicis. C'est une chance, qui étaient une famille de médecins, probablement de lointaine origine juive, mais les Médicis, eux, se sont montrés véritablement des génies du commerce et de l'animation de ce commerce, mais aussi des alliances sans lesquelles le commerce n'existe pas quand il est un commerce terrestre. Oui. Et en particulier avec le pontificat, avec la papauté, d'abord la papauté, banquier des papes, c'est-à-dire avec Rome, et puis ensuite ils ont étendu leur activité vers Milan, qui en avait besoin, et ensuite vers la France. La France avec laquelle ils se sont alliés de manière dynastique, mais à qui ils ont fait don de la fleur de lys, leur symbole, qui est devenu le symbole de la monarchie française. Et donc la France est aussi la fille de cette ambition florentine et de cette idée républicaine florentine. Bon, merci beaucoup Alexandre. Alors là, je me tourne maintenant vers François Guéry à propos pour revenir au texte de Machiavel, puisque Machiavel est celui qui a souligné la fragilité de la République, en se plaçant d'ailleurs, comme Spinoza et Rousseau le souligneront plus tard, d'un point de vue résolument républicain, quand même, il aboutit à l'apologie du prince et donc à une révélation de la puissance. Alors, permettez-moi de dire que c'est
au fond à la fois étonnant et détonnant dans la tradition florentine, puisque auparavant, Leonardo Bruni, un grand humaniste chancelier, avait au contraire, grâce à sa traduction nouvelle de la politique d'Aristote, opposé vraiment frontalement la République à l'Empire. Il estimait que ce sont les Césars qui avaient fait périr la République dans l'Antiquité. Et bref, il estimait qu'il y avait au fond deux types de régimes. Un régime fondé sur la loi, la République, versus un régime fondé sur la force, l'Empire. Donc on avait évacué dans cette discussion le problème de la puissance. Puisque eh bien, au fond, c'est à quoi va revenir Machiavel. Et donc la question que je vous pose, elle est très simple. Quelle place faut-il donner à la puissance dans la République si celle-ci ne veut pas mourir avec des prophètes des armées, comme au fond la dernière expérience de Savonarole? Éclairez-nous, cher François Guéry. J'aime beaucoup Machiavel, j'en suis un lecteur fervent. J'admire, y compris par exemple le style, parce que des phrases comme le sage intègre assoupit les haines, les muselle et les empêche de mordre, je reconnais que c'est quand même un chef-d'œuvre de style, y compris dans la traduction, qui est sûrement tout à fait fidèle. Alors moi je suis sensible à toute autre chose, à vrai dire, que une sorte de reddition à la puissance et à l'homme fort. C'est-à-dire en fait à la façon dont Machiavel a été interprété majoritairement. Alors, la raison d'État, l'homme de la raison. Interprété totalement faux, comme un machiavélique. Oui. La langue compte, parce qu'on a fait un adjectif à partir de Machiavel qui est machiavélique, qui veut dire tordu, pervers, etc., calculateur, fourbe, et le machiavélisme comme une espèce de doctrine qui ne cadre absolument pas avec sa façon de procéder. Alors, sa façon de procéder, moi, je voudrais y revenir, parce que ce texte est intéressant. Par exemple, il se demande quels sont les vices, c'est-à-dire les faiblesses, en fait, d'une constitution. Mais on pourrait se poser la même question pour une personne dont la constitution peut être faible ou forte, et c'est un langage médical. Tout le langage de Machiavel est médical. Il se demande quels sont les facteurs de santé, donc de vitalité, d'une république. Avec cette différence que nous héritons notre constitution physique de la nature, si on peut dire, alors que les constitutions des républiques sont héritées d'une institution. Alors, quel est le problème qui soulève ici? Alors, sur la puissance, je voudrais que vous me répondiez à la question que je vous ai posée. Mais justement, non. Son problème, c'est la liberté, c'est pas la puissance, c'est la liberté. Mais en cause la liberté. Il définit une république par ses capacités à demeurer libre. Or, son raisonnement est le suivant: si personne ne veut obéir, la république n'est pas libre. Et donc, il oppose liberté à licence. Il le fait 2 fois de suite, puisqu'il distribue de façon équitable, si je puis dire, entre les deux camps, cette licence dissolvante. Le peuple et les grands. Le peuple ne veut pas obéir aux grands. Les grands veulent imposer leurs lois sans pour autant être eux-mêmes dans une obéissance vis-à-vis des lois. Et donc, l'apparition de ce qu'il appelle l'homme fort, qui est d'ailleurs fortuite, ça pourrait ne pas se produire. D'un autre côté, dit-il, cet homme-là est mortel. D'un autre côté, il pourrait être fatigué et épuisé par les constantes querelles qui vont l'empêcher d'exercer si on peut dire, son pouvoir. Donc, son pouvoir est en réalité d'imposer la loi à ceux qui ne veulent pas obéir. Oui, cher François. Mais alors là, vous vous immergez dans le texte que nous avons extrait, mais dans le Prince, puisque en fait le texte, au fond, ce que tout le monde connaît de Machiavel, c'est essentiellement le Prince. Dans le Prince, et c'est ce qui lui a été reproché par la suite, par ceux qui ne le voient pas comme vous le voyez, je vous rejoins tout à fait, comme un républicain, mais comme quelqu'un qui s'éloigne de la République. Dans le Prince, il explique quand même que le prince, n'est-ce pas, doit utiliser tout ce qui est en l'homme de la bête. Et la puissance, il dit le lion, il donne des tas d'images, le lion, le renard, la ruse, etc. Oui. Et dans la puissance, et cette puissance qu'il convoque, d'une certaine façon par rapport aux institutions de la République, il la convoque, il l'externalise, c'est-à-dire qu'elle ressemble un peu à ce qu'avait été la puissance des condottières dans les républiques italiennes, dans les cités ou dans les cités italiennes, et il accepte
justement, avec cette métaphore de la bête, de l'animal, une certaine immoralité, pour ne pas dire une immoralité certaine. Oui, alors je pense qu'aller au mal, on pourrait dire la même chose d'un médecin qui impose un vaccin, c'est-à-dire qui en fait rend malade pour qu'ensuite on puisse bien se porter. Il faut aller au mal parce qu'on veut le bien. Bon, donc il n'y a absolument pas, si on veut, une complaisance vis-à-vis de la malfaisance. Il n'y a pas la moindre nuance de ce genre. Donc il est quand même vrai, sur le fond, dans ce texte, même dans le Prince, sur le fond, ce qu'il considère, c'est que le vice des républiques, c'est que les aristocrates qui ont tout à perdre sont capables de pactiser avec l'ennemi et de céder. Oui. Donc, il est obligé de compter sur le peuple, mais le peuple, c'est une entité qui reste tout de même sans corps, si je puis dire. Il faut donc un homme qui incarne cette vertu du peuple qui est de vouloir la liberté, c'est-à-dire en fait l'indépendance vis-à-vis des puissances extérieures et des monarchies. Donc je ne vois absolument pas le machiavélisme de Machiavel. Merci, cher François, de cette analyse extrêmement originale de l'acutissimus Machiavellus, comme dira Spinoza, qui au fond sera peut-être pas si Rousseau dit les mêmes choses. Mais j'allais dire qu'il ne sera pas si éloigné de ce que vous dites, mais enfin quand même qu'il laisse. Si je peux me permettre, Gaulienne, une fois de plus, si vous voulez. Car c'est en fait le général de Gaulle. Mais ce n'est pas ce qui sera retenu, par exemple, par une partie de la philosophie allemande, par exemple, par Fichte. Mais bon, quittons là ce débat qui doit rebondir, bien sûr, pour en venir à un autre aspect de la fragilité de la République. Et là, je vais demander, au fond, ces lumières à Marielle, David, puisque, en vérité, dans l'évolution de la République de Florence, eh bien, on observe une dérive parmi les dernières générations, déjà chez Alberti, le maître des Léonard de Vinci, vers une mélancolie certaine, un ton plus élégiaque, et surtout, au fond, au moment où on voit que la République va devoir céder le pas au Principat, chez Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, la dernière génération, une dérive, non seulement vers la théologie, la philosophie, mais vers les sciences occultes. Et d'ailleurs, l'un des derniers ouvrages mystérieux, mais qui passe pour beaucoup, aux yeux de beaucoup, pour le testament de la République. Je veux parler du songe de Polyphile, récapitulation, n'est-ce pas, de tout ce qu'était pour ces humanistes la cité antique, sur tous les plans, en particulier sur le plan esthétique. Eh bien, en vérité, au fond, quelque chose d'imaginaire. Alors, alors, la question que je veux vous poser, c'est celle-ci. Au fond, dans la fin des républiques communales, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà le sentiment que la République ne pouvait renaître que comme un discours idéal, un discours imaginaire? C'est ce que nous dit Panofsky. Alors, aussi bien, Marielle, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la place de l'imaginaire? Oui. Alors, l'imaginaire est évidemment un thème complexe. Bon, la première le bébé, d'abord, a rapport à son image. Ça, c'est d'abord ça, l'imaginaire, ça passe par sa propre image qui lui donne une certaine identification. Et puis, l'imaginaire, il va être quelque chose qui vient colmater le fait que, d'une part, nous perdons des objets auxquels nous tenons et que nous devons les recréer. Oui, nous devons les recréer. Et autre chose de l'imaginaire, c'est que la perte. La perte va. Pour commencer, la perte, la va être la source de l'imaginaire. Et ici, la liberté, bien entendu. La perte de la liberté, mais auparavant, perte de la République. Et aussi la nécessité de marquer, de donner une image à ce qui est marqué sur un autre mode, un mode invisible. Mettre au visible quelque chose d'invisible. Alors, évidemment, la Renaissance... C'est ce qu'ont fait les humanistes quand ils ont retrouvé la République antique. Voilà. Ils ont essayé de mettre du visible sur ce qui était devenu invisible. Voilà. On commence par des funérailles. Alors, oui. La Renaissance est un moment où, malgré tout, la sexualité va prendre de l'importance. Par exemple, au Moyen-Âge, nous avons l'amour courtois. Eh bien, lors de la Renaissance, nous avons Simonetta Vespucci, une femme magnifique, qui sera la maîtresse de Julien de Médicis, le frère de Laurent, qui sera tué par les Pazzi. Eh bien, cette femme est magnifique et elle va être peinte
par Botticelli. Botticelli, Vénus, sa Vénus, c'est elle. Ah, voilà. Mais, et c'est là où on voit quelque chose sur l'imaginaire de très intéressant, c'est que Savonarola va arriver par là. Et Botticelli lui-même va être pris par un nouvel imaginaire qui est celui du diable. Il va être pris la fin de la là-dedans, Renaissance. Oui. et il va finir dans la culpabilité de ce qu'il a fait. Il a même apporté à brûler un de ses tableaux, je ne sais pas si c'est celui-là, Voilà. de lui-même. Voilà. Donc on rallié. voit comment l'imaginaire est quelque chose de très complexe et qui peut aller dans des directions très différentes. Alors, le dernier point que je crois extrêmement important pour en arriver à notre texte, c'est que Freud a bien montré qu'il y a le principe de plaisir et il y a le principe de réalité. Et il me semble que le texte que nous avons entendu de Machiavel est évidemment un retour, malgré tout, au principe de réalité. Bravo. Ouais. En effet, retour au réel. Merci beaucoup, Marielle. Alors, je vais me tourner vers Alexis Lacroix. Au fond, pour une question très simple. Et aujourd'hui, puisque Alexis, la dernière fois, vous avez montré qu'il y avait une aspiration de nos concitoyens à la Renaissance, avec le succès de l'exposition Léonard de Vinci. Mais alors, la République, la République qui est morte donc à Florence, à la fin du Quattrocento, en France. Est-ce que la République est capable au fond, de frayer entre la puissance nécessaire, la force nécessaire, mais de l'autre côté des règles de droit du vivre ensemble, un chemin stable? Ou encore une autre question qui, au fond, notre modèle républicain, on dit qu'il est européen, trop européen. Est-ce qu'il a véritablement, selon vous, un avenir? Alors voilà, c'est cette question que je voulais vous poser. En tout cas, le texte de Machiavel qui inaugure cette émission, Blandine Kriégel, éveille en moi une réflexion d'actualité. Il y a aujourd'hui une offensive populiste tous azimuts contre la pensée républicaine, contre la philosophie de la République, que vous avez illustrée dans vos travaux. Et cette offensive, effectivement, tend, sous l'influence notamment de concepts comme ceux de Carl Schmitt, à faire de la République un pouvoir parmi les autres, aussi arbitraire en quelque sorte que les autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut rappeler? C'est effectivement qu'il est tout à fait légitime que la République s'arme de puissance. C'est la puissance du droit, mais c'est absolument indispensable. Et donc une optique républicaine de défense de la République est une optique qui, avec Machiavel, doit nous faire consentir à l'idée qu'effectivement il y a une puissance républicaine spécifique qui doit se déployer, qui doit pas avoir honte d'elle-même, qui doit pas avoir à se justifier en permanence devant le tribunal de l'opinion, qui est un tribunal fondamentalement anti-républicain. Donc de ce point de vue-là, un bon usage de Machiavel aujourd'hui, c'est un usage, si vous voulez, qui va dans le sens d'un renforcement de ce qu'on appelle dans le champ du débat politique, du débat public, d'un renforcement des prérogatives régaliennes de l'État républicain. Ces prérogatives régaliennes, elles sont très importantes, elles sont battues en brèche aujourd'hui par des courants populistes très forts, aussi bien sur des flancs de la gauche radicale que bien sûr depuis l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, un bon usage de Machiavel, c'est un renforcement, c'est une sorte de rempart supplémentaire contre la déferlante du populisme. Donc actualité de Machiavel, actualité de la fragilité, d'une certaine fragilité de la République, nécessité du retour en vérité à l'État souverain, à la puissance publique, à la puissance publique. Et alors, bon, pour décliner tout ce que nous allons voir bientôt, l'État, le droit politique, également le théologico-politique et peut-être une nouvelle philosophie politique. Merci à tous. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM.